Bonjour à tous, il a été inspecteur du travail et syndicaliste à la CGT. Il a également cofondé la Ligue communiste révolutionnaire dont il est resté membre pendant 25 ans. Il est aujourd'hui membre du bureau national du Parti socialiste. Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est la rentrée donc pour 12 millions d'élèves ce matin, une rentrée qui s'annonce un petit peu compliquée dans certaines communes. Et ce matin, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'elle allait faire appel à la justice si besoin pour faire ouvrir les écoles dont les maires seraient réticents. Est-ce que c'est la bonne méthode selon vous? La loi républicaine doit s'appliquer partout. Donc il faut saisir les tribunaux administratifs si jamais certains maires décident de boycotter la réforme et de fermer des écoles mercredi? Sans état d'âme. Est-ce que vous pensez que la réforme qui est en train d'appliquer donc la nouvelle ministre dont elle a hérité de Vincent Peillon a été bâclée peut-être? Non. Je pense qu'il y a eu beaucoup de concertation. Et puis maintenant, ça doit s'appliquer, c'est bon pour les enfants. Ça doit s'appliquer donc, encore une fois, avec tous les moyens possibles et envisageables. Mais oui, bien sûr. Vous n'êtes pas très bavard sur la question. Est-ce que l'éducation est un sujet peut-être qui n'est pas important à vos yeux? Au contraire, je suis passionné pour mes enfants et je veux qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions sans qu'il y ait des interférences autres que la volonté républicaine d'avoir une école publique de talent et remarquable. Vous êtes satisfait par la nomination de Najat Vallaud-Belkacem à ce ministère? C'est une femme absolument remarquable et elle est bien dans ce poste, contrairement à toutes les attaques qui vont contre elle. Et elle se fait une bonne successeur donc à Benoît Hamon également? Oui, bien sûr. Puisqu'on va changer de sujet, puisqu'apparemment ce n'est pas un sujet qui vous passionne. Ce matin également, le ministre du Travail, François Rebsamen, a annoncé sur une chaîne de télévision qu'il fallait éventuellement contrôler de façon plus efficace les chômeurs et de façon plus régulière. Là encore, est-ce la bonne méthode? Cet homme est surprenant. Il ne peut pas faire reculer le chômage, alors il s'attaque aux chômeurs. Vous trouvez ça normal? Ça n'a rien de républicain, ça n'a rien de social. Et autant sur la première question, ce que fait le gouvernement en matière d'éducation est bonne, autant là c'est quasiment scandaleux. Donc, à votre avis, pas de contrôle supplémentaire? Enfin, quelle est selon vous la façon, en tout cas la plus efficace de s'occuper des chômeurs? Je vais vous dire, il y a déjà des contrôles. Il y a même à peu près une dizaine de jours, un chiffre est apparu comme quoi il y aura à peu près la totalité de la fraude sociale au chômage en quelque sorte, avec des emplois, puis quelque chose par ailleurs, ou quelque chose. Et de l'ordre de 28 millions. C'était Pôle emploi qui donnait ça, 28 millions d'euros. La fraude fiscale est de 80 milliards d'euros. Je comprends un gouvernement qui s'attaque tout doit être sanctionné. Hein, les petites fraudes, les moyennes fraudes, les grandes fraudes. Mais après, quand on a des moyens, on fait des priorités. Hein, en opportunité, comme dirait un juge. En opportunité, comme dirait n'importe quel politique. Je trouve qu'il y a une certaine honte. Quand on a 5 900 000 chômeurs, tout confondu, hein, outre-mer, voilà, à s'attaquer à eux, alors qu'on n'est pas capable de leur donner du travail, hein, alors que les patrons licencient à tour de bras. Ah, vous avez vu Sanofi gagne des milliards, il met 1800 personnes dans la rue. Bouygues gagne des milliards, il supprime 1250 postes, mais il encaisse quand même le CICE et le pacte de responsabilité. PSA, ils donnent 6 milliards à leurs actionnaires, 3 milliards un peu plus à leurs actionnaires purs, et puis pratiquement 2 milliards 185 à la famille Peugeot. Puis après, ils suppriment 8000 postes. Là, vous avez l'immoralité choquante de la finance et du patronat. Et là, on ne s'attaque pas. Non, non. On les laisse faire. Et puis après, on dit, ah, il y a trop de chômeurs. Et alors les chômeurs fraudent sur quoi? Sur 28 millions pour 5 900 000. Alors, le ministre du Travail parle ce matin de 300 000 emplois non pourvus. Il explique que les Français ne comprennent pas comment expliquer justement ces postes non pourvus. C'est une façon de justifier ce qu'il est en train de mettre en place. Est-ce que, encore une fois, c'est acceptable? C'est une vieille légende récurrente. À peu près tous les 5 ans, on nous sort qu'il y a 200 000 ou 300 000 emplois non pourvus. Ça saurait si c'était vrai. Mais c'est faux. Ce sont des emplois dans des situations différentes, disparates, à des endroits ou dans des métiers ou dans des conditions où justement on ne peut pas les pourvoir, parce que sinon ils le seraient. Tous les chômeurs cherchent un boulot. Vous avez qu'à interviewer n'importe qui, à l'entrée ou à la sortie de Pôle emploi. Ils ne peuvent pas y arriver parce que sinon ça se saurait aussi. Donc le découvrir des emplois non pourvus, qui n'a jamais été prouvé. Il y a même eu des gens qui ont écrit des articles détaillés pour dire que c'était un mensonge pur et simple, que c'était une apparence, voilà. Prendre cet argument-là pour dire ensuite on va sanctionner les chômeurs qui ne vont pas bosser est une pure honte, madame.
Sur le front du chômage toujours et de l'emploi en tout cas, le Premier ministre s'est exprimé donc la semaine dernière aux universités d'été du MEDEF avec un discours très pro-entreprise. Il a été beaucoup plus modéré aux universités d'été à La Rochelle. On parle même d'un discours parfois contradictoire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un commercial. Il vend sa marchandise. Il l'a vendu au MEDEF sans parler des salariés. Et il est venu parler aux socialistes parce qu'il a besoin d'eux pour nous vendre au MEDEF. C'est pas autre chose. Je veux être clair là. Il a été incohérent? Ah non, pas du tout. Il est très cohérent de son point de vue. C'est comme Tony Blair quand il a pris la direction du Vieux-les-Bourgs. Tony Blair a exactement fait ça avant de devenir le millionnaire qu'il est. Il a attaqué le vieux parti. Il l'a à la fois flatté pour l'attaquer, parce qu'il faut flatter. Il faut rassurer pour tuer. Et en l'occurrence, c'est ce dont il s'agit. Quand Manuel Valls ne dit pas un mot sur les salariés en 1 heure de discours devant le MEDEF, qu'est-ce qui fait la base du Parti socialiste? Les salariés. Vous avez 18 millions de salariés, 1 200 000 patrons. Sans les voix des salariés, Valls n'est pas au pouvoir, Hollande non plus, et puis le Parti socialiste s'effondre. Donc, quand il choisit de ne pas parler des salariés, c'est qu'il n'en a rien à faire des voix du Parti socialiste. Il est en train de faire une OPA. Et l'OPA consiste à plaire aux patrons. D'abord, la nomination de M. Macron à l'économie, qui est quand même assez exceptionnelle. Mais pas tant que ça, parce que c'est avec ces gens comme ça que Tony Blair a mis à la direction du Labour aujourd'hui. Ce sont des banquiers, plus des banquiers, plus des banquiers, des Macron 1, des Macron 2 et des Macron 3. Et donc, c'est de cette façon-là que Manuel Valls essaie d'obtenir l'adhésion du patronat et de tous les lobbies patronaux, et de tous les lobbies aussi des grands médias. Parce que si vous croyez qu'il supprime la loi sur l'immobilier, que Madame Duflot a faite, qui était une excellente loi, mais qui n'était pas seulement de Madame Duflot, qui était une loi socialiste, faite par des socialistes, amendée par des socialistes, votée par des socialistes, et qu'il détruit aujourd'hui pour plaire aux promoteurs immobiliers. C'est parce qu'il a besoin du lobby immobilier dans la suite. Une dernière question sur les nominations qui viennent de tomber. On parle de Pierre Moscovici, donc, qui a été désigné au poste de commissaire aux affaires économiques. Est-ce que pour le représentant d'un pays qui n'est même pas capable de résister aux règles qu'il est en train de faire appliquer, est-ce que c'est une nomination judicieuse? Excusez-moi, mais notre pays doit résister aux règles dites règles d'or. Les règles d'or conduisent au désastre. Avoir 0,5% de déficit, il y a un pays qui l'a eu pendant 40 ans, c'était le Portugal, entre 1934 et 1974. Il a appliqué Madame Merkel avant Madame Merkel. Et il est devenu le pays le plus pauvre d'Europe, parce qu'il n'investissait pas. Un État, ce n'est pas un ménage. Un État, ça doit dépenser donc, plus que ça gagne. Pierre Moscovici, c'est un bon choix? Du point de vue de ce qu'il a défendu, il correspond, hélas, aux aspirations de Madame Merkel. Je ne sais pas pourquoi s'oppose à lui. Puisque la France est un bon élève et a baissé les déficits, elle n'y arrive pas d'ailleurs. C'est bien d'ailleurs qu'elle n'y arrive pas, je vous dis. Parce que plus on resserre les déficits, c'est-à-dire plus on tape dans la caisse des dépenses publiques, etc., plus on assèche l'économie. Et plus on assèche l'économie, plus la dette augmente. Et depuis 24 mois, la dette de la France a augmenté de 150 milliards. C'était 550 milliards sous Sarkozy. C'est 150 milliards de plus. Parce que la méthode est aussi fausse. Il ne faut pas dépenser moins, il ne faut pas faire resserrer les déficits, il faut relancer l'économie. Merci beaucoup Gérard Filoche. À bientôt.